Good morning. Le juge président, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'aimerais dans un premier temps vous présenter nos excuses pour ce retard. Retard qui est expliqué par l'arrivée tardive des accusés. Ce n'est pas la faute de la Chambre ou la faute de la Cour. Il y a tout simplement eu un problème au niveau du transport. J'aimerais commencer cette audience en vous présentant un résumé pour le compte-rendu d'audience, le dossier, pour toutes les personnes également qui sont présentes dans ce prétoire, mais également pour toutes les personnes qui n'ont pas été en mesure de suivre l'évolution de la procédure, et ce du fait de la confidentialité des différents dépôts d'écriture, de nos différents dépôts d'écriture. Donc je vais résumer ce qui s'est passé depuis la dernière audience au cours des derniers mois. Et aujourd'hui, pendant cette session d'audience qui commence aujourd'hui, les parties vont aborder le thème de l'existence du caractère suffisant des éléments de preuve pour justifier une condamnation. Cette audience a été convoquée en application d'une procédure énoncée dans le document de la Chambre, document intitulé « Ordonnance relative à la poursuite de la procédure » en date du 9 février 2018, dépôt d'écriture 1124. Cette ordonnance a été rendue après la fin de la déposition du dernier témoin à charge, témoin qui a comparu devant cette Chambre le 17 ainsi que le 19 janvier 2018. Il s'agissait du témoin P0564. Par cette ordonnance, la Chambre demandait au procureur de déposer un mémoire de clôture à titre d'illustration de son affaire et pour présenter les détails relatifs aux éléments de preuve qui étaient les charges, mémoire qui fut déposé le 19 mars 2018 et qui fait l'objet du dépôt d'écriture numéro 1136. L'objectif de cet exercice consistait à obtenir de la part du bureau du procureur une explication succincte. Nous leur demandions de nous expliquer pourquoi, après avoir présenté et entendu tous leurs éléments à charge, ils considéraient qu'ils avaient prouvé, eu égard aux charges, à savoir qu'ils avaient présenté leurs éléments de preuve par rapport à ce qu'ils avaient annoncé comme preuve dans leur mémoire préalable au procès ou dans leur mémoire préliminaire déposée avant le début du procès. Le 23 avril 2018, la défense de M. Gbagbo et la défense de M. Blegoudé ont déposé leurs observations suite aux mémoires. Les deux équipes de la défense ont exprimé leur opinion suivant laquelle le procureur n'avait pas présenté suffisamment d'éléments de preuve qui permettent de justifier une déclaration de culpabilité, une condamnation. Dans leurs observations, ils ont également indiqué qu'ils avaient l'intention de présenter des requêtes afin de contester le caractère adéquat des éléments de preuve de l'accusation et ils ont indiqué qu'ils demanderaient
si tant est qu'il serait fait droit à ces requêtes, un acquittement complet de toutes les charges, dépôt d'écriture numéro 1157 pour M. Gbagbo et 1158 pour M. Blé-Goudé. Le 4 juin 2018, la Chambre a rendu la deuxième ordonnance relative à la poursuite de la procédure, qui fit l'objet du dépôt d'écriture numéro 1174. Par cette ordonnance, la Chambre demandait à la défense de M. Gbagbo et à la défense de M. Blé-Goudé de déposer au plus tard le 20 juillet 2018, et je cite, des arguments concis et qui se concentrent sur les questions factuelles spécifiques pour lesquelles, à leur avis, les éléments de preuve présentés par l'accusation ne suffisent pas pour justifier une condamnation, et éléments de preuve, en conséquence, au sujet desquels un jugement d'acquittement complet ou partiel serait justifié. Fin de la citation. Le bureau du procureur et la représentation légale des victimes ont reçu l'instruction de déposer leur réplique en se basant sur les mêmes modalités de concision et de concentration au plus tard le 27 août 2018. La Chambre avait également décidé de convoquer une audience qui a commencé le 10 septembre 2018, suite aux requêtes présentées par la procureure et la représentation légale des victimes qui avaient demandé un délai supplémentaire pour présenter leur réplique. Il a été décidé donc que cette audience serait différée jusqu'au jour d'aujourd'hui, à savoir le 1er octobre 2018, dépôt d'écriture numéro 1189. Le 23 juillet 2018, la défense de M. Blé-Goudé a déposé des écritures de 311 pages, dépôt d'écriture numéro 1198, et la défense de M. Gbagbo a déposé des écritures de 498 pages, dépôt d'écriture numéro 1199. Dans ces écritures, les deux équipes de la défense ont présenté moultes arguments et ont demandé à la Chambre de déclarer qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve permettant d'étayer les charges, et lui demande à la Chambre d'acquitter les deux accusés. Le 10 septembre 2018, la représentation légale des victimes et le procureur ont déposé leur réplique, dépôt d'écriture numéro 1206 et 1207. Ces documents ont respectivement 101 pages et 1093 pages. À la fois la défense de M. Gbagbo ainsi que la défense de M. Blé-Goudé ont réagi immédiatement par leur dépôt d'écriture du 12 et du 14 septembre 2018. Il s'agit pour la défense de M. Gbagbo du dépôt d'écriture numéro 1208 et pour la défense de M. Blé-Goudé du dépôt d'écriture numéro 1211. Les deux équipes de la défense font valoir que la réplique du procureur dépasse la portée et l'ampleur d'une réplique pour ce qui est de la taille et de la teneur, et ont demandé à la Chambre de la rejeter in limine. Ou, à titre alternatif, ils ont demandé de pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour se préparer à cette audience. La défense de M. Gbagbo a également demandé la traduction écrite vers le français de la réplique du procureur. Il est absolument manifeste que s'il avait été fait droit à ces requêtes, cela aurait entraîné que l'on sursoive à l'audience d'aujourd'hui, et cela aurait donc entraîné un retard de procédure. La deuxième ordonnance indiquait qu'une audience pouvait être convoquée, audience au cours de laquelle les parties et participants auraient la possibilité de présenter, de compléter leurs écritures et de répondre aux écritures déposées par les uns et les autres, ainsi qu'aux questions de la Chambre.
Compte tenu des caractéristiques et de la longueur des documents présentés suite à la deuxième ordonnance et compte tenu des requêtes demandées par les deux équipes de la défense, il fut en conséquence nécessaire à la Chambre de préciser et d'adapter son objectif et les thèmes à aborder, afin d'instaurer un juste équilibre entre les principes d'équité et de célérité de la procédure. La décision rendue le 21 septembre 2018, dépôt d'écriture numéro 1212, a premièrement confirmé l'audience prévue pour aujourd'hui et ce faisant a évité tout retard supplémentaire et ainsi a garanti la célérité de la procédure et deuxièmement a demander ou exhorter le procureur à répondre oralement aux requêtes de la défense, requêtes d'abandon des charges, et ce de façon concise et précise. Comme d'habitude, ces arguments présentés oralement seront interprétés simultanément en français. De plus, il a été demandé au greffier de prendre rapidement des dispositions pour assurer la traduction de la réplique de l'accusation en communiquant avec la défense de M. Gbagbo, ce faisant en garantissant donc l'équité de la procédure. Suite à la réponse orale de l'accusation que nous allons entendre bientôt, la représentation légale des victimes aura la possibilité de présenter également oralement son point de vue. La défense aura ensuite la possibilité de répondre immédiatement si cela est faisable, viable et sans préjudice de leur requête de demande d'ajournement de l'audience afin de préparer, présenter ou compléter leur réponse apportée oralement. La Chambre pourra également poser des questions aux parties. Ceci est donc rappelé aux fins du dossier et ceci a été dit dans l'intérêt de toutes les personnes qui ont été exclues de notre échange de correspondance. Nous allons, comme d'habitude, siéger à raison de 3 volets d'audience d'1h30 chacun, pas en ce qui concerne ce matin malheureusement, parce que nous avons malheureusement commencé avec 45 minutes de retard. Donc nous allons donc siéger jusqu'à 11h, puis ensuite de 11h30 jusqu'à 13h, puis de 14h30 à 16h. Et les jours suivants, nous aurons donc notre programme habituel, à savoir 3 volets d'audience à raison d'1h30 chacune, chacun commençant à 9h30. Et je donne maintenant la parole au bureau du procureur. Monsieur MacDonald. Bonjour, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges. Je vais expliquer à la Chambre comment nous avons structuré la présentation de nos arguments au cours des 2 journées d'audience. Dans un premier temps, le premier substitut du procureur, M. Stewart, va expliquer à la Chambre quelle est, d'après l'accusation, la norme qui devrait être appliquée par la Chambre au début de cette audience. Il présentera également un résumé du point de vue de l'accusation et parlera d'une question bien précise relative à l'évaluation des éléments de preuve. Je prendrai la parole ensuite pour présenter le reste des arguments de l'accusation. Dans un premier temps, je résumerai le point de vue de l'accusation eu égard aux crimes reprochés aux accusés, puis j'aborderai les éléments de contexte des crimes contre l'humanité en m'intéressant à 2 questions,
comportement d'un côté et la politique mise en œuvre. Puis ensuite, j'aborderai les différents modes de responsabilité qui sont reprochés à M. Gbagbo et à M. Blé Goudé. Et ainsi, cela mettra un terme à la présentation de nos arguments. Alors, vous avez fait référence à votre dernière décision, Monsieur le Président. Nous avons l'intention de résumer brièvement nos arguments, mais nous allons également répondre aux arguments présentés par la défense. Donc, il ne s'agit pas d'une présentation de très haut calibre qui serait attendue. Nous allons nous contenter tout simplement de répondre aux arguments parce que la Chambre dispose déjà de toute une pléthore d'informations qui a été fournie en mars dans notre mémoire. Et puis nous avons également, il ne faut pas l'oublier, présenté un document de 1000 pages. Les allégations factuelles, la chronologie des événements ont été énoncées dans nos documents de façon minutieuse. En conséquence, cet exercice est plutôt une réponse que nous apportons en sachant que la Chambre maîtrise tous ces faits. Le Président. Donc, Monsieur MacDonald, lorsque je ferai référence à ces éléments, je ne ferai pas de référence. Le Président, nous comprenons très bien. Excellent. Monsieur MacDonald, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Stewart. Monsieur Stewart, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur que d'être ici. De temps à autre, on me laisse sortir de mon bureau pour pouvoir venir dans le prétoire où j'adorais auparavant être en tant qu'avocat. Donc, je vais m'intéresser essentiellement aux critères qui doivent être appliqués en cas de demande d'abandon des charges pour insuffisance de preuves. Et je vais vous expliquer comment ce critère devrait être appliqué. Alors, je commencerai par dire que le procès des accusés Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devrait, à notre avis, faire l'objet d'une détermination sur le bien fondé de cette affaire. Pour ce qui est de ces requêtes déposées par les accusés, l'accusation a respecté le critère que la Chambre de première instance devrait appliquer à cette phase de mi-parcours du procès. Et voilà ce que nous avançons. Il y a des éléments de preuve qui ont été présentés, qui ont fait l'objet de discussions devant la Chambre. Et sur la base de ces éléments de preuve, une Chambre de première instance pourrait condamner les accusés, pourrait raisonnablement condamner les accusés des charges qui leur sont reprochées. Au vu de la nature et du volume des éléments de preuve présentés par l'accusation à la Chambre, nous avançons qu'il est tout à fait judicieux que cette affaire doit faire l'objet d'une détermination quant au bien fondé de cette affaire. Et cela dans l'intérêt, nous le disons, des victimes des crimes allégués, des communautés touchées par les crimes, de la population de la Côte d'Ivoire, de l'ensemble de la communauté internationale et de la capacité de cette Cour à rendre une justice indépendante et partiale. Nous allons donc nous intéresser aux critères qui devraient, à notre avis, être appliqués à cette phase de la procédure en réponse à une requête aux fins d'insuffisance de preuve, et nous allons vous expliquer comment ce critère devrait être appliqué. Pour parvenir à la phase définitive d'une détermination quant au bien fondé d'une affaire, la Chambre doit être convaincue qu'elle a entendu des éléments de preuve, qu'elle a été saisie d'éléments de preuve qui pourraient raisonnablement justifier les condamnations des accusés. En disant ceci, je prévois déjà la nature du critère qui devra être appliqué pour répondre à cette requête aux fins d'insuffisance de preuve. Il est absolument essentiel que nous sachions tous quel critère ou quelle norme devra être appliquée par la Chambre pour évaluer dans cette phase l'ensemble des éléments de preuve. La Cour a très peu d'expérience en la matière, puisqu'il n'y a qu'une autre chambre de première instance qui a entendu une requête aux fins d'insuffisance de preuve. La Cour peut bien entendu utiliser sa jurisprudence constante et la jurisprudence constante des tribunaux pénaux internationaux. Elle peut également faire référence aux systèmes juridiques nationaux. Toutefois, la Cour devra en dernier lieu examiner cette question en prenant en considération son propre statut, l'objectif ainsi que l'objectif qui sera atteint
par une requête aux fins d'insuffisance de preuve dans le contexte de sa propre procédure. Nous avançons que le critère qui correspond à la fonction du statut de Rome de la CPI et qui nous permettra de parvenir à un objectif légitime pour ce type de requête est comme suit. À mi-parcours de la procédure, est-ce qu'il y a des éléments de preuve qui ont été présentés et qui ont fait l'objet d'arguments présentés devant cette chambre de première instance qui permettrait à toute chambre de première instance qui agirait de façon raisonnable de déclarer les accusés coupables des charges. Nous avançons que la réponse à cette question est affirmative. Monsieur McDonald va vous présenter les éléments de preuve et vous expliquer pourquoi nous répondons ainsi à cette question. Mais ce n'est pas le rôle que je jouerai ici. Mon rôle se limitera à présenter à la Chambre ce critère pour être conforme à cette requête aux fins d'insuffisance de preuve et comment est-ce que ce critère devrait être appliqué. Et je vais essentiellement m'appuyer sur les paragraphes 27 à 53 et les paragraphes 72 à 77 de notre réplique écrite. Le cadre des arguments de l'accusation en répondant à ces requêtes sera le critère que je vais vous décrire. Alors je vais vous expliquer l'objectif d'une requête présentée aux fins d'abandon des charges pour insuffisance de preuve. Les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité est établie à la satisfaction de la Chambre de première instance et au-delà de tout doute raisonnable. Conformément au statut, la charge revient à l'accusation de prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable. L'accusation vous a présenté ces éléments de preuve. Est-ce que les accusés vont convoquer leur défense Beaucoup dépend du fait suivant. Est-ce que l'accusation, est-ce que les éléments de preuve présentés par l'accusation exigent une explication, à défaut de quoi les accusés risquent d'être condamnés sur la base des preuves présentées par l'accusation. Les accusés ont tout à fait le droit de garder le silence. Ils ne sont pas obligés à témoigner ou à convoquer une défense. Et ce silence ne pourra pas être utilisé contre eux pour dégager leur culpabilité. Toutefois, si l'accusation a présenté ces éléments à charge qui normalement exigeraient une explication, les accusés ont un choix à faire, n'offrir aucune défense et s'intéresser directement au bien fondé de l'affaire, et ce seulement en s'appuyant sur les éléments à charge, ou convoquer une défense pour expliquer leur point de vue. Toutefois, les accusés ne devraient pas avoir à faire ce choix, à moins que l'accusation n'ait présenté leurs éléments à charge qui peuvent justifier des condamnations. En déterminant et en statuant au sujet d'une requête pour insuffisance de preuve, en conséquence, la Chambre de première instance va évaluer si les éléments de preuve qui lui ont été présentés à la fin des éléments à charge sont tels que toute Chambre de première instance, agissant raisonnablement, pourrait prononcer les verdicts de culpabilité sur la base des éléments de preuve. Il faut remarquer que le critère ne consiste pas à savoir si la Chambre condamnerait. Cela serait prendre le critère de façon trop élevée. La question consiste à savoir si toute chambre de première instance pourrait prononcer une condamnation. Et la raison étant que nous ne sommes pas arrivés à la fin du procès où il sera nécessaire de pondérer les éléments de preuve. À cette phase de la procédure, il n'est pas demandé à la Chambre de déterminer les questions de fiabilité ou de crédibilité par rapport aux éléments de preuve. Si la Chambre venait à considérer que les éléments de preuve ne sont pas suffisants d'après le critère, alors le procès continuera pour déterminer le bien fondé du procès par rapport à une détermination de culpabilité ou d'innocence des accusés. Si la Chambre détermine que tel n'est pas le cas, eu égard à certains chefs d'inculpation, elle pourra prononcer des acquittements par rapport à ces chefs d'inculpation et continuer le procès pour les autres. Au cas où les éléments de preuve ne parviendraient pas à prouver tous les chefs d'inculpation, alors les accusés ont tout à fait le droit d'être acquittés. Mais il convient de savoir, de s'interroger comment le critère devra être appliqué. À cette phase de la procédure, la Chambre de première instance, qui examine les éléments de preuve,
ne doit pas avoir à décider si elle pourra elle-même condamner les accusés. Elle doit d'ailleurs, de façon extrêmement scrupuleuse, s'abstenir de le faire afin de préserver à la fois les faits et les apparences de son impartialité En conséquence, le critère est un critère très objectif. Sur la base des éléments de preuve dont vous êtes saisi, est-ce que toute chambre de première instance, agissant de façon raisonnable, condamnerait les accusés? Et en décidant si toute chambre de première instance pourrait de façon raisonnable condamner les accusés, cette chambre s'abstiendra également d'évaluer la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve présentés lors de dépositions ou documentaires, ce qu'elle fera à la fin du procès lorsqu'elle évaluera la pondération des éléments de preuve qui permettront de déterminer la culpabilité ou l'innocence. Cela parce que nous ne sommes pas encore à cette stade de la procédure envisagée par l'article 74 du statut. Alors, que la Chambre décide de pondérer la crédibilité ou la fiabilité à cette phase, elle ne s'occupera plus d'une requête aux fins d'insuffisance de preuve, mais de quelque chose d'autre pour lequel il n'existe aucun précédent et aucune jurisprudence, ce qui ne correspond pas à la structure procédurière du statut. Et cela est important. La tâche de la Chambre consiste à décider maintenant s'il y a des éléments de preuve qui ont été présentés et abordés qui vous permettrait de justifier une condamnation. Alors, de toute évidence, cela signifie que la Chambre, lorsqu'elle évaluera les éléments de preuve en tant que fonction du critère à appliquer pour déterminer ce qu'il en est au sujet de la requête. Alors, si on peut appeler cela une pondération des éléments de preuve, mais c'est une pondération extrêmement limitée. En mettant en œuvre et en appliquant le critère, la Chambre choisirait de considérer les éléments de preuve de l'accusation prise de la façon la plus élevée, alors que nous nous trouvons à mi-parcours. Donc, toute pondération et évaluation des éléments de preuve est extrêmement limitée. Ce n'est pas le type de pondération d'éléments de preuve qui se passe à la fin d'un procès, lorsque tous les éléments de preuve à charge et à décharge ont été entendus. S'il s'agit d'éléments de preuve directs qui impliquent les accusés par rapport au crime allégué, alors l'affaire doit continuer à aller de l'avant. Et ces éléments de preuve seront évalués à la fin du procès. S'il s'agit d'éléments de preuve indirects, ils seront évalués seulement de façon extrêmement limitée afin de déterminer s'ils peuvent, de façon raisonnable, étayer les déductions que l'accusation demande à la Chambre de dégager afin d'établir la culpabilité. Une fois de plus, les éléments de preuve indirects pris au niveau supérieur et seulement s'ils étaient les déductions factuelles requises pour justifier une condamnation, si tel est le cas, l'affaire doit aller de l'avant. Et ce n'est seulement si les éléments de preuve sont incapables de justifier une condamnation que le chef ou les chefs d'inculpation ou l'affaire doit être abandonné. Alors je vais expliquer comment le critère devra être utilisé. Nous avançons bien entendu que les éléments de preuve doivent porter sur toutes les allégations essentielles factuelles nécessaires pour justifier une condamnation. Il doit y avoir également des éléments de preuve eu égard au mode de responsabilité allégué. Toutefois, la Chambre doit envisager ses charges ou ses chefs de façon globale. Si eu égard à une charge particulière, il y a des éléments de preuve relatifs à au moins un des événements sous-jacents qui l'étaient, alors tout le chef d'inculpation doit être considéré, peu importe si les éléments de preuve ensuite n'étaient pas tous les événements allégués sous-jacents à ce chef d'inculpation. De même, s'il y a des éléments de preuve qui portent sur au moins un des modes de responsabilité allégués, tout le chef d'inculpation ou toute la charge doit être prise en considération. Monsieur MacDonald vous présentera une amélioration de cette règle générale dans l'intérêt du procès, dans l'intérêt de ce procès-ci. Mais je vous ai déjà présenté l'approche générale. En un mot commençant, la question qui commence de se poser est comme suit. Est-ce qu'il existe des éléments de preuve qui ont été présentés et discutés devant la Chambre, éléments de preuve qui permettraient à une chambre de première instance raisonnable de condamner les accusés des charges qui leur sont reprochées. Je vais maintenant vous parler
de la requête dans le contexte d'un régime de présentation des éléments de preuve. Donc, je vous ai parlé de l'évaluation, de la pondération des éléments de preuve avec les éléments de preuve présentés par l'accusation pris à leur niveau le plus élevé. Je vous ai également dit qu'il faudrait s'abstenir d'évaluer la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve à cette stade de la procédure, à l'exception de quelques circonstances extrêmement limitées. Cela signifie qu'il y a un régime, ce qu'on appelle un régime de recevabilité des éléments de preuve, une sorte de régime de procédure lorsqu'il y a ce type de requête présentée au niveau national, au niveau international. Et je pense à la situation, il y a une seule autre situation dans laquelle s'est retrouvée une autre chambre de première instance de cette Cour. Toutefois, cette chambre, à la majorité, a adopté un régime de présentation des éléments de preuve, ce qui signifie que ces éléments de preuve doivent être présentés et abordés pour être pris en considération pendant le procès et que les questions de pertinence, de recevabilité et de pondération sont réservées aux délibérations finales de la Chambre à la fin du procès. Cela n'est pas une émission par rapport, ou une ingérence plutôt par rapport à l'aptitude de la Chambre à s'intéresser et à gérer des requêtes d'abandon de charges. Conformément à la décision rendue par la Chambre d'appel dans l'affaire Bemba, article 70, et je ferai référence au paragraphe 75 de notre réplique, lorsque les éléments de preuve sont présentés, ce que l'on attend de la part d'une chambre de première instance, c'est d'appliquer l'article 74.2 du statut et ainsi de s'appuyer sur cet article pour évaluer les éléments de preuve. En appliquant le critère de la capacité des éléments de preuve requis pour justifier de façon raisonnable une condamnation, sans pour autant, pour le moment, pondérer ou évaluer la crédibilité ou la fiabilité des éléments de preuve, tous les éléments de preuve présentés jusqu'à maintenant devraient être considérés par la Chambre, ce qui signifie que les requêtes aux fins d'insuffisance de preuve s'inscriront parfaitement dans la structure du statut. Vous aurez remarqué qu'au paragraphe 54 et au paragraphe suivant de notre réplique, nous avons présenté des idées quant à l'approche qui devrait être adoptée pour évaluer les éléments de preuve documentaires ou présentés lors de déposition. Je ne suis pas en train de vous demander d'évaluer les éléments de preuve pour le moment. Cela sera fait en fin du procès. Mais les écritures ont été présentées pour aider la Chambre à être consciente des paramètres qui pourraient avoir une incidence sur l'évaluation des éléments de preuve lorsqu'elle considère si les éléments de preuve présentés sont tels qu'ils pourraient justifier des condamnations raisonnables. Je ne vais pas revenir sur ces arguments présentés par écrit et plutôt j'aimerais juste en dernier lieu vous parler du contexte de la procédure. Ces requêtes aux fins d'insuffisance de preuve doivent s'imbriquer dans leur contexte de procédure qui essentiellement consiste à protéger les droits des accusés et à modeler et s'intéresser à ce type de questions. Je vous ai expliqué comment cela devrait fonctionner eu égard au régime de présentation des éléments de preuve. Contrairement aux tribunaux ad hoc, cette Cour dispose de l'article 61, l'article de la procédure de confirmation de charge, ce qui permet de protéger les droits des accusés en assurant qu'il ne pourra être jugé que si les éléments de preuve ont permis de divulguer des raisons substantielles de croire que l'accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Cette procédure permet également de mieux se concentrer sur les questions qui seront présentées lors du procès, étant donné que l'accusé est jugé sur la base des charges qui sont confirmées. Comme je vous l'ai dit, l'article 61, qui est l'article de la procédure de la confirmation des charges, représente une protection importante des droits des accusés qui ne
sont pas traduits en justice, à moins qu'il n'y ait des éléments de preuve suffisants pour justifier un procès. Ce qui peut expliquer en partie pourquoi d'autres chambres de première instance de cette Cour n'ont pas autorisé des requêtes aux fins d'insuffisance de preuve à être entendues. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où le procès a commencé, la charge de la preuve pour l'accusation revient à l'accusation. Elle est la norme d'administration de la preuve au pénal au-delà de tout doute raisonnable, indiquant que l'accusé a bien commis les crimes qui lui sont reprochés. Donc il y a une autre sélection des éléments de preuve qui peut se produire à mi-parcours du procès pour déterminer si les arguments de l'accusation tels qu'ils ont été présentés sont tels qu'ils justifient la poursuite du procès. Alors pour conclure, je vous dirais que cette Cour n'a qu'une expérience très limitée de ce type de requête demandant l'abandon des charges. Dans l'affaire Outosang, la Chambre de première instance a adopté le critère que j'ai décrit. Toutefois, une majorité, et non pas l'ensemble de cette Chambre, a évalué les éléments de preuve d'une façon telle plutôt qui aurait plutôt dû avoir eu lieu à la fin du procès. La majorité l'a fait au vu de ces circonstances exceptionnelles dans cette affaire, parce que pour plusieurs raisons, les éléments et l'argument de l'accusation s'étaient effondrés et étaient en lambeaux, ce qui n'est absolument pas la situation ici. Nous avons de nombreux éléments de preuve qui ne peuvent aboutir qu'à un seul résultat. Les accusés devraient présenter leur défense, ce procès devrait parvenir à son terme pour déterminer le bien fondé de leur culpabilité ou de leur innocence. Nous vous indiquons donc qu'il ne faut pas faire droit aux requêtes d'abandon de charge et ce procès doit se poursuivre jusqu'à sa fin. Le président, écoutez, ce ne fut pas véritablement une réponse. Vous vous êtes contenté de réitérer et de résumer ce qui avait déjà été présenté par écrit. Le juge Anderson souhaiterait vous poser une question suite à ce que vous venez de dire. Le juge Anderson. Merci, Monsieur Stewart. Une question brève sur l'approche adoptée par la Chambre s'agissant des éléments indirects et les déductions que l'on peut dégager de cette appréciation à ce stade de la procédure. Car, comme vous le savez, cette affaire est fondée sur la thèse de l'accusation, sur la présentation d'éléments directs sur lesquels la Chambre est appelée à faire des déductions. Quelle est votre position lorsqu'il s'agit ou lorsqu'il y a possibilité de tirer plusieurs ou de parvenir à plusieurs déductions sur la base des éléments présentés? Monsieur Stewart, notre position est la suivante, monsieur le juge. Si l'une ou l'autre de ces déductions peut militer en faveur d'une condamnation, eh bien l'affaire doit être poursuivie jusqu'à la fin. Parce que vous n'êtes pas censé pondérer la fiabilité et la crédibilité des éléments de preuve maintenant et parvenir à la conclusion, à savoir que c'est la seule déduction possible pour déterminer la condamnation ou l'acquittement des accusés. Notre position est la suivante. Tant que ces circonstances peuvent étayer de manière raisonnable une position qui militerait en faveur d'une condamnation, alors à notre avis, l'affaire doit se poursuivre et la Chambre doit statuer sur le fond de l'affaire. Le président, pendant que vous êtes encore debout, je vais vous relire une partie de votre écriture que j'ai trouvée, ma foi, assez étrange et je vous demanderai de vous expliquer. Vous avez dit: comment la Chambre devrait-elle appliquer ce critère à ce stade de mi-parcours du procès? La Chambre de première instance doit apprécier les éléments de preuve, mais ne doit pas déterminer si elle-même pourrait parvenir à une condamnation de l'accusé. En effet, elle devrait s'abstenir de manière scrupuleuse de faire cela afin de préserver les faits et la perception d'impartialité de la Chambre. Est-ce que vous pensez que si la Chambre procède à l'appréciation des éléments de preuve, que cela
minera son impartialité. Je pense que c'est le rôle même de la Chambre de première instance que d'apprécier les éléments de preuve. Monsieur Stewart, oui, effectivement, c'est le rôle de la Chambre de première instance de procéder à cela. Et à la fin du procès, vous êtes appelé à le faire. C'est votre fonction d'ailleurs. Mais la raison pour laquelle j'ai tenu ces propos, c'est que nous faisons face à une requête d'abandon des charges pour insuffisance d'éléments. À notre avis, la Chambre ne devrait pas prendre ce pas supplémentaire qui consisterait à apprécier la fiabilité et la crédibilité des éléments de preuve à ce stade. Permettez-moi de faire référence à l'opinion dissidente dans l'affaire Routosang. Et je crois que cette opinion résume très bien la situation. Qu'adviendrait-il, et je ne dis pas que c'est le cas en l'espèce, mais qu'adviendrait-il si une Chambre de première instance devait faire droit à une requête d'abandon des charges parce qu'elle aurait déjà procédé à l'appréciation des éléments de preuve et estimerait que, peu importe, elle ne parviendrait pas à une condamnation. Mais pour ce qui est de l'appréciation de la fiabilité et de la crédibilité, je ne parle pas d'une évaluation théorique, et qu'il devait y avoir appel et que l'affaire ou que la Chambre d'appel renvoie le procès pour qu'il soit poursuivi parce qu'elle n'était pas d'accord sur le droit. Une des deux parties dirait alors que la Chambre s'est déjà engagée dans un sens ou un autre, alors qu'à ce stade de la procédure, elle n'était pas censée le faire. Et prenons le cas contraire. Si la Chambre d'appel, la Chambre de première instance rejette la requête pour insuffisance de moyens à charge et le fait d'une manière qui engage l'appréciation des éléments. Donc, comment est-ce que les accusés se sentiraient? Qu'est-ce qu'ils penseraient de cette affaire? C'est pour cette raison que nous avons tenu ces propos. Ce n'était pas, surtout pas pour dire ou laisser entendre que la Chambre agirait de façon qui manquerait d'impartialité. Non, c'est plutôt le fait et la perception également. Je vous demanderai votre indulgence un instant. Lorsque j'exerçais le droit au Canada, j'ai participé à une affaire où c'était l'affaire d'une jeune femme qui était entre les mains d'un proxénète qui voulait en faire une prostituée. Donc nous avons présenté nos moyens et cette femme a dû témoigner. À un moment donné, elle a éclaté en larmes. Et la défense a présenté une requête aux fins d'abandon des charges. Le juge a admis qu'il a cru le témoin ou cette personne lorsqu'elle a témoigné. Et donc, nous avons dû abandonner les charges parce qu'à ce stade-là de la procédure, donc à mi-parcours, la Chambre n'était pas censée, les juges n'étaient pas censés indiquer leur position. C'est pour protéger l'accusation et la défense, mais c'est aussi pour protéger la procédure judiciaire dans son ensemble, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai à dire en guise de réponse. Le juge président, et je vous poserai une dernière question. Vous avez dit à 2 ou 3 reprises, vous avez parlé de la structure de la procédure. Et vous avez évoqué le statut. Dans le statut, où est-ce que vous voyez une disposition relative à une requête pour abandon des charges? Monsieur Stewart, il n'y en a pas. Il n'y a pas de telle disposition. Le juge présent. Très bien, soit. Monsieur Stewart, cela n'a aucune incidence sur les arguments que nous avons présentés. Nous sommes fondés sur des juridictions, la tradition devant des juridictions nationales. Mais nous avons besoin d'une structure et cette Chambre pourra contribuer à l'édification d'une telle structure pour cette affaire et pour d'autres affaires à venir. Le juge président, très bien, merci. Nous allons faire la première pause, donc nous reprendrons à 11h30 et c'est M. MacDonald qui aura la parole. Merci, très bien. Nous allons suspendre l'audience.